En gros, on propose nous un parcours sensoriel dans lequel les participants vont devoir tester et développer leurs 5 sens tout au long du jeu. Après, on va pas se mentir, le premier centre à Marseille, il m'a coûté 10 fois moins cher que ce que me coûte le centre aujourd'hui, parce que j'ai fait beaucoup de choses moi-même, quand c'était un peu bricolé. Après, des difficultés, oui, il a fallu trouver le local, il a fallu arriver à faire comprendre aux propriétaires que l'activité qu'on allait lancer était viable, qu'on allait pouvoir payer son loyer. Bienvenue sur Comment faire kiffer les gens, le podcast qui plonge au cœur du monde du divertissement et de la création d'expériences inoubliables. Pour vous inspirer, j'interviewe des artistes, entrepreneurs et créatifs derrière les événements, concepts, spectacles et lieux originaux afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, en apprendre plus sur leur quotidien et leurs astuces pour créer des moments qui font vibrer les gens. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 8e épisode de Comment faire kiffer les gens. Je reçois aujourd'hui Grégory Lafont, qui est le cofondateur de Sensas, un concept qui est cousin des escape games, une expérience sensorielle qui met justement vos 5 sens à contribution et qui est disponible dans 26 villes aujourd'hui. On a 3 pays externes, donc la Suisse, l'Espagne et le Royaume-Uni et la France, bien sûr. Grégory, je suis très très heureux de t'avoir pour parler de ce concept qui fait kiffer les gens. Est-ce que tu vas bien ? Je vais magnifiquement bien, je te remercie. Tu es à Barcelone, c'est ça aujourd'hui ? Je suis installé on est installé à Barcelone depuis le mois de septembre avec ma femme et nos enfants. On est venu sur place pour filer un petit coup de main au centre de Barcelone et pour tenter, on l'espère, de continuer de développer le réseau sur place. Tout à fait. Ok, parfait. Réseau qui a commencé à Marseille en 2015, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, on a lancé le premier centre en novembre 2015 sur Marseille, qui est ma ville natale. Et depuis, on a eu le plaisir de voir le concept et le réseau se développer avec, comme tu l'as dit aujourd'hui, plus d'une vingtaine de centres ouverts et surtout pas mal en cours d'ouverture avec des nouveaux pays. Enfin voilà, on s'ennuie pas. Ok, bon, pas mal de choses à raconter, mais avant de partir sur tout ça, moi j'ai bien envie de savoir qui est Grégory. Donc voilà, je te laisse te présenter, savoir un peu d'où tu viens, qui tu es et ce qui t'a Alors, mené à Sensas. qui je suis? Donc, je suis Grégory, j'ai 36 ans, je crois, maintenant, à peu près. Je suis de Marseille originalement. J'ai fait mes études, un bachelor sur Marseille. Après, je suis parti en école de commerce à Rennes pour un parcours aux grandes écoles. C'est là-bas que j'ai rencontré Sylvana, qui est ma compagne et mon associé. Ensuite, on a eu l'opportunité de pas mal voyager. On était en Australie, on a fait les Fidji. Enfin, voilà. Après nos études, on s'est pris, on va dire, une petite année de kiff, même si on a bossé pour faire de l'argent avant de pouvoir aller kiffer, on va dire. Et voilà, et quand on est rentré, moi, j'ai toujours eu cette volonté entrepreneuriale. J'ai toujours su et voulu travailler à mon compte. Donc, quand on est rentré de ce projet-là, j'ai décidé de créer une boîte qui était à la base dans l'applicatif mobile. Donc, on développait des applications à vocation touristique. Et l'idée était d'aller vendre ces applications aux villes pour les doter d'un outil digital qui puisse être je me partais du principe que de voir des touristes avec des maps en papier, c'était plus du tout d'actualité. Donc, il était légitime, selon moi, que l'ensemble des informations touristiques et pratiques d'une ville puissent être centralisées au cœur d'une appli. Ça a été pas vraiment une réussite, on va dire, parce que même si le produit était, de mon point de vue, vraiment top, on a réussi à intégrer vraiment beaucoup de détails avec des visites guidées, de la réalité virtuelle, les menus des restaurants, tous les horaires des bus, et bien évidemment tout l'historique de la ville. Mais après, on s'est heurté à l'administration, on va dire. Et je pense en toute sincérité aussi que j'étais pas vraiment fait pour aller travailler avec l'administration, aller serrer des mains, aller sourire aux gens, etc. C'est pas trop ma façon de faire et c'était un peu délicat d'arriver à échanger avec les décideurs, on va dire. Donc voilà, j'ai fait pas mal de rendez-vous en mairie avec les directeurs de cabinet, les responsables communication, etc. Et avec l'administration, tout est d'une lenteur assez difficile à vivre, du moins pour moi. J'aime bien que les choses avancent rapidement. Et voilà, et ces réunions, elles n'en finissaient plus. Et c'était toujours délicat d'arriver à toucher, on va dire, le décisionnaire. Et puis voilà, cette année, ah non, c'est les années d'élection, donc les budgets sont bloqués, etc. Voilà, donc j'ai dû vite me rendre à l'évidence que j'étais pas fait pour ce métier-là, même si le produit en lui-même était vraiment bon. Ah, voilà, j'étais pas fait pour Pour cette ce cible, métier-là. en tout cas, Voilà, pour ouais, cette exactement. cible-là, quoi. Exactement. Donc, je m'en suis rendu. Ça a été une expérience qui a été très enrichissante. Pas sur un point de vue pécunier, on va pas se mentir. Mais en tout cas, voilà, j'ai appris pas mal de choses. Et voilà, on ne perd pas, on ne fait qu'apprendre, comme dirait l'autre. Donc
voilà, j'ai bien appris sur, sur ce premier projet. Et donc, ensuite, voilà, j'ai pu me reconcentrer sur des tâches qui me correspondaient un peu plus. Et on a commencé à travailler sur le développement du projet Sensas avec Sylvana, ouais, dans le courant de l'année 2015. Ok, donc là, tu passes un peu, pas du coq à l'âne, parce qu'il y a quand même le côté tourisme, le côté cœur de ville, en tout cas, essayer de dynamiser tout ça. Là, tu passes du coup sur un projet de centre de loisirs, expérience sensorielle, tout ça. Comment, enfin, d'où ça vient? C'est que tu as vu des inspirations à droite, à gauche Alors, des où tu inspirations, en as non. vécu, Le peut-être? concept est totalement novateur. On s'est pas inspiré d'idées qu'on avait pu trouver à droite ou à gauche. En fait, la genèse de l'histoire, c'est que j'ai un de mes meilleurs amis qui développait des escape games sur Marseille, qui m'avait proposé de m'associer avec lui à un moment donné, quand j'étais en fin de parcours sur les applis mobiles. Pour différentes raisons, ça s'est pas fait à ce moment-là, mais moi, je suis revenu vers lui en lui disant, écoute, les escape games, c'est top, mais ça existe déjà pas mal. C'était la période, on va dire, où il s'en ouvrait à tous les coins de rue, si je puis dire. Et je lui ai dit, Mhm. écoute, de mon point de vue, il faudrait qu'on fasse quelque chose qui puisse être un peu différent, justement, et proposer une expérience qui puisse être totalement différente de ce que peuvent faire les escape games déjà, où tout le monde fait plus ou moins pareil. Ça va être les pharaons d'un côté, le Moyen-Âge de l'autre, ou Mission Impossible encore dans une autre salle. Mais sinon, la thématique de jeu reste la même, et je pense qu'il faudrait qu'on puisse proposer quelque chose qui soit un peu différenciant, et surtout qui puisse s'adresser à un spectre de clientèle qui soit plus important. Parce que les escape games, en soi, c'est quand même tourné vers des gens qui sont disposés à aller s'enfermer un samedi après-midi dans une pièce pour aller résoudre des énigmes. Moi, je voulais vraiment pouvoir toucher un public qui soit beaucoup plus large et beaucoup plus complet. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, on en est venu aux cinq sens, des jeux dans le noir, etc. Pour X raisons, après, bien évidemment, moi, je lui avais proposé ce projet-là aussi. Lui, il avait pas donné suite parce qu'il était trop concentré sur le développement de ses activités à ce moment-là. Il m'a dit que ça lui posait absolument aucun problème que je puisse moi avancer dans le développement de ce concept-là. Et donc, on est parti de là. Et puis Sylvana, qui quittait son poste à ce moment-là, elle de directrice communication dans un site de e-commerce, m'a proposé de se joindre à l'aventure. Et elle a rajouté, on va dire, tout le storytelling autour du concept. Moi, j'avais des idées de jeu assez brutes. On va faire jouer les gens dans le noir. On va les faire mettre des mains dans des boîtes, un peu à la Fort Boyard, etc. Mais c'est vrai que voilà, toute l'histoire des 500, sa sensibilisation au handicap, etc. C'est Sylvana qui l'a rajouté en se greffant au projet et en racontant toute l'histoire autour de Sansas. Ok, donc est-ce que tu peux nous expliquer le concept de base, ce que c'était? Parce qu'il a peut-être un peu évolué depuis, ou en tout cas, il s'est étendu, je sais pas. Alors, C'est le étendu, même? oui, et étendu, c'est pas mal étendu, c'est vrai, mais le concept en lui-même reste foncièrement le même. En gros, on propose, nous, un parcours sensoriel dans lequel les participants vont devoir tester et développer leurs cinq sens tout au long du jeu. Donc, on va les inviter et pour la plupart du temps dans des pièces qui sont obscures. Donc, les gens vont devoir rentrer dans des pièces dans lesquelles ils vont être plongés dans l'obscurité, ils vont devoir goûter un certain nombre de choses à l'aveugle sans savoir vraiment ce que c'est, reconnaître ce qu'ils sont en train de goûter. Ensuite, il va falloir qu'ils mettent des mains dans des boîtes, pareil, sans trop savoir ce qu'il y a à l'intérieur, essayer de retrouver des indices qui leur permettront de fil en aiguille d'arriver à ouvrir des coffres. Et dans chaque coffre, ils récupèrent ce qu'on appelle des amulettes sans sas. Et chaque amulette est ensuite convertie en don pour une asso qui aide des personnes en situation de handicap. Donc tout au long du parcours, les gens vont jouer pour la bonne cause. Bien évidemment, l'objectif, c'est avant tout de passer un bon moment et de se marrer. Mais derrière aussi, c'était de véhiculer des valeurs positives autour du handicap. Ce qu'on a réussi à faire en faisant jouer les gens avec le langage des signes, avec le langage braille et avec toute cette histoire d'amulettes pour lesquelles les gens essaient de se battre, entre guillemets, et de dépasser un certain nombre de leurs peurs. Donc voilà, on a un atelier du goût comme celui-là, un atelier du toucher, il y a un atelier de l'odorat dans lequel il faut reconnaître des odeurs toujours à l'aveugle. On a un atelier de l'ouïe qui est basé sur un jeu un peu de mime où on doit reconnaître ce que son partenaire est en train de mimer au travers d'une caméra et d'un écran. Là aussi, on a des gens qui se tapent pas mal de barres. Et après, on a deux jeux assez ludiques qui sont tournés autour de la vue, qui sont une énorme piscine à boules avec 35 000 boules plastiques dedans, dans lequel il va falloir retrouver un certain nombre d'éléments. Donc là, les gens, on va pas se mentir, ils passent plus de temps à faire les cons avec leurs potes dans la pièce qu'à vraiment chercher ce qu'on leur demande de chercher, mais ça fait partie du jeu, le tout étant qu'ils passent un bon moment. Et le dernier atelier, c'est une salle des lasers, un peu à la façon de Mission Impossible, où les gens vont devoir essayer d'aller au fond de la pièce sans toucher les lasers et sans déclencher l'alarme sans sas. Voilà pour le déroulé du jeu. Et on a aussi fait le choix avec Sylvana de faire en sorte que le moindre centimètre carré du local soit Instagrammable, entre guillemets. Donc on a créé pas mal de décors. On va jusqu'à sticker les sols, les murs, les plafonds de nos toilettes, par exemple, pour faire en sorte que même les gens dans les toilettes se disent waouh, qu'est-ce que c'est que cet endroit, quoi. Je suis en train de pisser dans une salle de ski, je suis en train de pisser dans un aquarium, je suis en train de pisser dans une cage avec des requins autour. Enfin, voilà, on essaie vraiment de faire en sorte que le moins de centimètres carrés soit exploité. On a aussi des pièces penchées, on a des couloirs qui sont décorés de façon assez
assez sans sas, on va dire. Voilà, l'idée étant vraiment que les gens puissent. On sait le vecteur de com que c'est aujourd'hui. Donc voilà, on a fait en sorte d'avoir pas mal de décors que les gens vont apprécier, dans lesquels ils vont se prendre en photo eux-mêmes, et surtout après qu'ils vont pouvoir partager sur les réseaux sociaux parce que les photos sont vraiment originales. Trop cool. Moi, ce que j'ai comme question, c'est comment c'est venu tout ça? En gros, vous avez passé quoi? Une semaine, 2 mois, six Bah, mois à réfléchir? on a passé un peu de temps, c'est vrai, pour la conception du jeu en lui-même. Concrètement, bah, c'était nos soirées à la maison, à discuter, à réfléchir, comment on pourrait tourner un truc. Alors, il y a des jeux qui étaient assez simples, hein, tout ce qui était sur le goût, le toucher, bon, bah, c'était assez facile. Je me rappelle, l'atelier qui nous a causé le plus de difficultés, on va dire, c'était celui autour de Louis, parce qu'on voulait un truc qui soit en lien avec Louis, mais qui reste fun et avant tout fun. L'idée, c'est quand même avant tout de faire marrer les gens. Mhm. Et l'idée initiale, le jeu initial qu'on voulait créer là-dedans, mais qu'on a eu du mal à mettre en place, on voulait qu'en fait créer un studio de doublage pour une salle de cinéma. Donc on aurait eu par exemple un film qui passe avec en muet, quoi, et on aurait eu un Mhm. certain nombre d'accessoires sur une table et essayer de faire des doublages de cette image et de ce film qu'on voyait sur l'écran. C'était vraiment tourné autour de Louis, mais à côté de ça, ça manquait cruellement de fun. Donc on a pris cette décision de faire un truc qui soit un peu moins en lien avec Louis, mais dans lequel on savait que les gens allaient se taper des barres. Et concrètement, voilà, donc les gens mettent un casque, on va leur demander un truc à mimer, ça peut être une expression, ça peut être un animal, ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est souvent d'habitude n'importe quoi d'ailleurs. Et voilà, on met des gens dans des positions et dans des trucs où ils sont en train de mimer des choses avec leurs potes qui les regardent au travers de l'écran. Moi, j'ai déjà vu des gens pleurer de rire en voyant leurs amis faire des mimes, quoi. Donc voilà, c'est un jeu qui est, c'est vrai, qui est pas totalement lié à Louis, mais pour autant, on l'élèvera jamais parce que vraiment un des ateliers qui est plébiscité par les clients, quoi. Ok, ok, parfait. Moi, la question aussi que j'ai, c'est, ok, donc là, tu conçois tout ça, comme tu dis, le soir, tout ça, et ensuite, il faut le mettre en œuvre. Et tu sais pas vraiment si ça va marcher, au fond, c'est Pas quand du même un tout. investissement, il faut un lieu, Il faut faut pas mal de construire les choses. jeux. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde nous félicite. Ouais, super concept, bravo, etc. Exactement. Au tout début, voilà, j'allais tourner, quand je faisais le tour des banques pour aller demander un crédit à l'époque je crois que c'est 22 000 euros le premier crédit qu'on a fait, bah, il y a pas mal de gens qui me regardaient d'un air un peu surpris. Et c'est en ça que je suis vachement reconnaissant de notre partenaire financier actuel. Et notamment, je vais donner leur nom, Madame Odd et Madame Guidoni, à la Société Générale, qui ont eu le courage, entre guillemets, de croire en ce projet-là et de s'y intéresser un peu plus profondément, on va dire. Elles sont allées voir le local que je ciblais, elles sont allées voir un peu le quartier, elles ont creusé un peu la piste, elles ont fait un benchmark de ce qui existait dans le divertissement, etc. Et au final, elles nous ont donné un go. Et voilà, je leur en suis très reconnaissant parce que sans elles, le concept n'aurait jamais pu voir le jour. Donc voilà, il a fallu, comme tu le dis, passer d'un fichier Word sur l'ordinateur à maintenant aller mettre en place tout ça, chercher des locaux, faire les travaux, et puis après, voilà, essayer de confronter à la réalité les idées qu'on avait pu avoir avec les premières sessions test, etc. Et Sylvana te dirait que bon, c'est moi qui avais assumé les premières sessions et que les choses étaient venues de façon assez spontanée, assez naturelle. Donc voilà, ça Parce s'est que plutôt bien fait. Parce que c'est quand même de l'investissement, tu vois, comme tu dis, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros avec aussi, j'imagine, un Ouais. investissement personnel derrière. Tu trouves un lieu, ensuite tu fais des travaux. Comment tu as prototypé tout ça? Parce qu'au final, tes jeux, ils coûtent peut-être, je sais pas combien ils Alors, coûtent, peut-être cher ou pas cher à produire en soi. ça va coûter. Enfin, oui, bien sûr, il y a de l'investissement. Après, on va pas se mentir, le premier centre à Marseille, il m'a coûté 10 fois moins cher que ce que me coûtent les centres aujourd'hui, parce que j'ai fait beaucoup de choses moi-même, quand c'était un peu bricolé, que c'est moi et ma famille et mes amis qui sommes venus pour peindre les locaux. Enfin voilà, on était des jeunes entrepreneurs on venait de se lancer, donc le moindre euro comptait entre guillemets. Donc voilà, il a fallu faire un certain nombre de choses nous-mêmes. Et c'est vrai que voilà, la qualité des implantations aujourd'hui, avec celle qu'on a pu mettre en place à Marseille, n'a plus grand-chose à voir. C'est aussi pour ça que quand j'ai des candidats qui me sollicitent pour une franchise et qui veulent venir tester le centre de Marseille, je leur dis écoutez, moi, il n'y a aucun problème, allez tester le jeu à Marseille si vous le souhaitez, mais assez rapidement, essayez d'aller voir un autre centre aussi, parce que le centre de Marseille ne vous donnera pas une image assez précise et concrète de ce qu'on est capable de développer aujourd'hui dans votre centre à vous, en termes de matériel, en termes de qualité de décor, en termes de qualité d'installation, etc. Puisque le centre de Marseille, c'est le centre historique et qu'on a tout fait de nos propres mains, entre guillemets. Ok, donc là, les premières sessions se passent. Et donc, tu Ouais. invites des potes, la famille, Ouais, tout ça les pour potes, la famille, on se tester. rôde un peu et on se rend compte assez rapidement que ça fonctionne, que ça marche, que les gens se tapent des barres, qu'ils rigolent, qu'ils voient pas le temps passer. Quand on leur dit, bah, ça fait 1h30, 1h45 que vous êtes dans le Ouais, jeu, les c'est gens, 2 heures.
C'est Le 2 heures, jeu, vous, enfin, la session. l'expérience va durer 2 heures. Et il faut compter 1h30, 1h45 sur le parcours en lui-même. Et après, un petit quart d'heure, justement, pour faire les photos, le briefing, le débriefing, etc. Mais c'est vrai que les gens voyaient pas le temps passer et on voyait les gens se marrer, quoi. Voilà. Enfin, c'est ça qui était assez agréable assez rapidement, c'est de se rendre compte, en fait, que nous-mêmes, on animait des sessions et on passait du bon temps avec les clients. Assez rapidement, il y a cette relation de proximité qui se crée avec les clients. On n'hésitait pas à aller. Alors, bien évidemment, quand c'était nos proches, c'était encore différent. Mais assez rapidement, après, on a dû faire des sessions tests pendant une petite semaine. Et après, on a ouvert au public. Et on s'est rendu compte assez rapidement que, voilà, que ça fonctionnait, que les gens se marraient. Et on a su assez rapidement, au final, qu'on avait entre les mains quelque chose qui avait vraisemblablement du potentiel pour être dupliqué un peu partout ailleurs. Ok, Les demandes de t'as fait franchise sont des arrivées mod... assez rapidement d'ailleurs. Ok, t'as fait des modifs quand même un petit peu sur le parcours à l'époque, tu t'en Ouais. souviens Il y a une et ça a salle, pris en combien fait, de temps d'avoir le truc il y a une final, tu salle de vois? jeu, il y a une salle de jeu qu'on avait mis en place à Marseille, qu'on appelait la salle des tempêtes, qui était en fait une salle qui était remplie de polystyrène, avec des énormes ventilateurs, et les gens devaient aller chercher un certain nombre d'éléments en langage des signes dans ces pièces-là. Ça, c'est une pièce pour le coup qui avait été, comme je te le disais tout à l'heure, un peu bricolée. Et on s'est rendu compte que le rendu était pas hyper quali, qu'il y avait pas mal de polystyrène, des poussières de polystyrène, enfin les gens toussaient un peu, etc. L'idée était bonne, le rendu n'était pas vraiment, donc on a arrêté cette pièce-là. Aussi pour nous permettre de réduire un peu la durée du temps de jeu, justement pour pas dépasser les 2 heures de jeu. Donc on a fait ces petits ajustements-là, mais très sincèrement, c'est la seule chose qu'on a mis en place. Sinon, l'expérience qu'on a mis en place à Marseille et celle qu'on a mis en place à, je crois que c'est Angers, le dernier centre qu'on a ouvert, elles sont sensiblement les mêmes. Il y a eu juste un petit changement entre la première ouverture à Marseille et les 3 ouvertures qu'on a fait ensuite, en 2017, celle de Lyon, de Montpellier et de Perpignan. Montpellier et Perpignan, c'était les 2 premières franchises. Où à ce moment-là, on a essayé de faire quelque chose d'un peu différent. En fait, on avait la chance d'être complet assez fréquemment, et notamment le samedi sur des mois à l'avance. Et on s'est dit à un moment donné, en fait, c'est dommage, le samedi, on refuse du monde, donc il fallait peut-être qu'on arrive à trouver une autre configuration sur les plannings. Donc, historiquement, nous, on faisait jouer 2 équipes simultanément sur le parcours, qui se tournaient autour sans jamais se croiser. Donc, ça nous faisait, on pouvait accueillir jusqu'à une trentaine de personnes simultanément. Et on s'est dit, en fait, sur les prochaines ouvertures, on va essayer de maximiser notre capacité d'accueil en lançant non pas une équipe enfin 2 équipes toutes les 2 heures, mais en lançant une équipe toutes les 45 minutes. Ce qui était censé nous rajouter sur la journée, si je dis pas de bêtises, au moins 3 sessions sur une journée. On s'est rendu compte au final, dans la réalité des faits, que cette organisation-là était beaucoup trop optimiste. Donc on est revenu ensuite à ce qu'on savait déjà faire, donc en remettant 2 équipes simultanément dans le parcours en même temps. Puis le Covid nous est tombé dessus, donc il était à ce moment-là compliqué de faire venir 2 groupes qui se connaissaient pas et les faire jouer en même temps, faire les briefings, etc. Donc à ce moment-là, on a mis en place dans les centres, même ceux qui étaient les nouveaux et même à Marseille, une session toutes les heures. Et au final, après le Covid, les managers nous ont tous dit que cette organisation-là était beaucoup plus facile et donc on l'a maintenue. Donc aujourd'hui, on est capable de faire jouer une équipe toutes les heures, une équipe de 15 personnes. Et on a mis en place depuis l'année dernière, je dirais, sous l'impulsion de notre manager à Lille, on est capable aussi, parce qu'il a eu le courage de tester des sessions en ce qu'on appelle nous en triplon, voire même en quadruplon, qui ont été un véritable succès. Donc on a développé et dupliqué cette idée dans tous les centres, où aujourd'hui on est capable d'accueillir des groupes jusqu'à 60 personnes sur une seule session de 2 heures, 2 heures et demie. Donc ça, c'était Ok, c'est-à-dire un un même vrai groupe plus. C'est ça, en fait, on a beaucoup d'entreprises qui nous pour les sollicitent en disant, entreprises, putain, ouais. voilà, votre truc c'est génial, on vous a déjà envoyé plusieurs petits groupes d'une dizaine de personnes. Bon, là, pour les fins de l'année, on est 60 ou même après, voilà. Donc, quand on était 60, au début, on pouvait pas répondre. On leur disait, vous venez, on vous fait jouer une équipe à telle heure et une autre équipe à telle heure, ce qui n'était pas vraiment idéal pour l'organisation de ce type Ouais, je connais, d'univers. ouais. On avait la même Voilà, chose sur l'école de pilotage, ouais. Tu es voilà, obligé donc de il scinder, faut ouais. arriver à s'organiser. Et puis après, ils te disent, bon, très bien, moi, vous faites jouer ces 15 personnes-là, mais qu'est-ce que vous faites des 15 autres? Les 15 autres, je peux pas faire grand-chose pour l'instant. Donc voilà, c'était pas idéal. Donc au final, avec Nico, on a mis en place cette idée-là de faire jouer 4 équipes simultanément. Et ça a été testé et approuvé. Donc aujourd'hui, on l'a mis en place un peu partout. Et pour les entreprises qui nous sollicitaient, qui étaient encore plus nombreuses, on disait, nous, on est 200, on aimerait faire votre truc. Comment on peut gérer ça? Et en fait, on a mis en place une offre nomade. Donc aujourd'hui, c'est nous qui nous développons, enfin qui nous déplaçons dans les entreprises avec lesquelles on travaille, et on est capable de dupliquer. Alors pas 100% parce que la piscine à boules on l'a pas reproduit, mais sinon l'ensemble des autres ateliers, on est capable de les déployer dans une version nomade. L'atelier du goût, l'atelier du toucher, l'atelier de l'odorat, l'atelier des mimes et la salle des lasers. On est capable d'aller déplacer. C'est une offre qui est 100% modulable, d'une à 5 tentes nomades, c'est des tentes noires, vraiment qui Ouais, ok, font jouer voilà, les gens j'allais te demander un petit peu dans une parce que truc là, totalement là tu opaque. vas vite. Ouais, Moi, ouais, pardon, je pour voulais, moi c'est normal, je mais veux rentrer un peu dans le truc, ouais. Donc, c'est quoi ça ouais, donc on y parce reviendra qu'après on peut-être, va mais revenir sur.
Sur Exactement. Et Marseille et tout ça, mais l'offre nomade, c'est une offre qui nous permet, en fait, je te dis, on avait pas mal d'entreprises qui nous sollicitaient. Ah, on est 100, on est 150, on est 200, on a la journée, on aimerait trouver une animation un peu sympathique à hmm, faire pour les collaborateurs. Et donc voilà, donc nous, on a mis en place une offre qui nous permet de s'adapter à l'ensemble des besoins, à l'ensemble des budgets et à l'ensemble du temps que les partenaires souhaitent l'animation, on va dire. Enfin voilà, s'ils veulent hmm. une animation pour les gens de 15 minutes ou s'ils veulent une animation d'une heure et demie, on est capable de faire tout ça. Et en gros, ben, on déplace, c'est des structures métalliques avec des gros tissus noirs opaques dans lesquels, à l'intérieur de ces tentes-là, on va être capable de reproduire l'expérience sans sas. Donc, Ok, en en fonction extérieur, en encore, parking, en extérieur, en j'imagine. intérieur, peu importe, c'est en fonction de ce que le client est capable de nous mettre à disposition comme espace. Ouais. Et en Parce que fonction c'est de son budget, pas. S'il pleut, dis-moi. ça marche pas, j'imagine. S'il pleut, c'est pas idéal. C'est du C'est pas tissu, ouais, idéal. tout ça. Mais là, Mais on donc, est si en train l'entreprise a un de. grand hall ou ce genre de Ouais, truc, ça exactement. marche, quoi. Généralement, ils nous mettent dans des salles de séminaire, on a été dans des parkings. On en a fait en Ok. extérieur aussi, hein. Généralement, il y a juste un peu d'humidité. Ça fait juste une petite facturation de pressing à la fin de la prestation. Et ça fonctionne. Et là, on est en train de justement vu que le nomade commence à vraiment pas mal marcher, surtout sur les périodes de fin d'année, on est en train d'essayer de trouver des nouvelles tentes justement qui soient plus faciles à monter et qui puissent être justement installables en extérieur avec des tentes qui soient hydrophobes, quoi. Ok. Et ça, vous le faites vous en propre ou les franchisés aussi? Parce qu'on va venir après sur les franchises, mais Alors ça, c'est quelque vous chose avez que un qu'on. setup pour le moment. Alors on a plusieurs jeux on a 5 stands, enfin on a 5 tentes, on a plusieurs jeux de stands. Après, ce qu'on propose aux franchisés à ce niveau-là, mais aujourd'hui tout le monde fonctionne sur le même modèle, c'était soit d'investir eux-mêmes dans le matériel et de pouvoir après vendre ces prestations-là à des clients, soit de fonctionner comme un apporteur d'affaires, c'est-à-dire ben voilà, j'ai le gars de Brest qui Oui. reçoit une demande pour 200 personnes, lui il peut pas la faire jouer dans son centre, il leur propose le nomade, s'il voit que le nomade ça intéresse le client, il nous met en relation avec eux. Et derrière, Mhm. le partenaire franchisé est rétribué, je crois que c'est de 15% à peu près du montant de la prestation. Entre guillemets, sans Ok. rien faire, il a juste transféré un mail, quoi. Bien sûr, ouais, parce qu'après, c'est pas la même logistique. C'est-à-dire que lui, s'il est sur son centre, ensuite, il peut pas peut-être avoir une équipe Non, qui nous, joue le samedi. exactement. Aussi, il y a aussi ça, les C'est de problématiques l'événementiel RH à après gérer. externe. Exactement. Ouais. Ok, ok. Attends, on va revenir un peu sur Marseille 2015 du coup. Donc tu Ouais, me dis, tu testes le concept, ça commence à marcher rapidement. Il y a juste la salle avec le polystyrène que tu changes au niveau exactement. du Qu'on concept. arrête. Qu'on arrête, Et on en fait un bureau. voilà, donc ça, au moins tu peux te caler là-bas et bien bosser. C'est quoi les galères au début? Parce que moi j'en ai vécu aussi pas mal avec mon associé quand on a monté notre concept en 2016. C'est pas tout rose tout le temps, que ce soit financièrement, même au niveau humain. Toi, tu bosses beaucoup généralement. C'est quoi Ouais, les ouais. plus gros trucs qui t'ont marqué au début de l'aventure? Non, bah, les plus grosses galères aussi, enfin, des galères, on en a eu, on en aura et on fait face, ça fait partie de la vie entrepreneuriale. C'est juste des heures de travail, voilà, il faut savoir foncer la tête baissée. Mais moi, j'ai toujours cette volonté, enfin, je pars du principe que c'est mon bébé, quoi. Donc je compte pas mes heures, je regarde pas et j'ai pas ce Hmm. sentiment je fais les choses assez naturellement et je me retrouve à faire des journées de 8 heures du matin à minuit le soir sans vraiment m'en rendre compte, à enchaîner 7 sessions sur la journée. Mais je le vis pas comme une contrainte. Même aujourd'hui, je travaille beaucoup, mais c'est la vie que j'ai choisie et je l'échangerai pour rien au monde. Donc je m'en plains pas. Après, des difficultés, oui, il a fallu trouver le local, il a fallu arriver à faire comprendre aux propriétaires que l'activité qu'on allait lancer était viable, qu'on allait pouvoir payer son loyer, qu'on allait mettre un peu le bordel dans son local, on va pas se mentir, parce que bah, lui, il avait une grande cellule vide et nous, on a compartimenté tout ça en tout un tas de mini-pièces avec une énorme piscine à boules, des choses comme ça. Enfin, lui, il savait très bien que derrière, dans la configuration qu'on allait aménager le local, bah, il pourrait le louer à personne d'autre, quoi, entre guillemets. Donc voilà, il a fallu arriver à passer ces étapes-là. Celle du crédit ensuite, bien évidemment. Je te dis, j'ai dû voir une dizaine de banques au début, aller présenter le projet, monter un business plan, etc. Et à chaque fois, on me disait non, désolé, on n'y croit pas trop. Enfin, on ne le disait pas comme ça, mais c'est bien ce que je comprenais derrière. Et ça, c'est rigolo de voir derrière la relation avec la banque un peu Oui, changer de quand il braquet, y a on un va dire. succès et tout ça. Voilà, exactement. C'est très appréciable. Et on a toutes les banques qui nous avaient refusé, qui nous repassent des coups de fil derrière pour savoir s'ils peuvent financer le prochain. Donc ça, c'est vrai que c'était assez satisfaisant, on va dire, même si on n'a jamais donné suite, parce qu'on était fidèles à ceux qui nous avaient suivis depuis le début. Donc voilà, non, des galères. Après, il y a les premières galères de gestion de personnel. Voilà, la gestion des hommes et des salariés, c'est toujours et ça reste ce qui est le plus compliqué. Mais voilà, nous, on essaie vraiment de créer une petite famille. On essaie
de gérer ça de façon la plus bienveillante possible, d'être assez accessible. Moi, j'ai toujours détesté bosser dans des grosses boîtes. J'ai fait des stages dans des multinationales, etc. Et ce rapport o N+1, o N+2, o N Hmm. machin, c'est un truc que j'ai toujours un peu vomi. Donc moi, je pars du Ouais. principe que voilà, les gens qui bossent pour moi ne bossent pas pour moi, ils bossent avec moi. On est tous sur la même ligne et on fait front et on essaie d'avancer tous dans la même direction. Bien évidemment que c'est moi et Sylvana et Sébastien, mes associés, qui prenons les décisions, mais il n'y a pas ce lien de subordination. Voilà, on est une même équipe et on avance ensemble. Et alors c'est moi qui dois à certains moments trancher, et je le fais. Mais voilà, je pars du principe que l'ambiance au travail, il faut pouvoir échanger librement, qu'il n'y ait pas de sujet de tabou. Voilà, on essaie d'aider et d'accompagner l'ensemble de nos équipes. Et je pense que c'est aussi ce qui fait qu'ils nous le rendent derrière, quoi, entre guillemets, c'est qu'on est des patrons très humains. Je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler. Hein. Il faudrait que tu interviewes certains de nos collaborateurs. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort des différents échanges, des différents team building qu'on peut faire avec nos équipes. Et on voit aussi que les gens sont plutôt bien chez nous parce que bah, on a au final un taux de turnover qui est quand même assez restreint, quoi. Donc les gens Hmm. sont là, ils se sentent bien, ils y restent. On n'a aucun mal à faire monter en compétences et en qualification nos collaborateurs non plus. On a des stagiaires qui sont devenus managers de centre. Donc voilà, là-dessus, on essaie d'avancer de la façon la plus humaine possible, même si parfois, bah, c'est pas tous les jours facile, parce que tu as le sentiment parfois de faire ton maximum pour aider, accompagner certains de tes collaborateurs. Et derrière, bah, il y en a certains qui plantent des couteaux dans le dos, mais ça fait partie du jeu et on avance. Ça fait partie du jeu, ouais. Et du coup, Voilà. si on rentre un peu dans dans le développement et comme tu dis, l'humain, donc tu commences à développer à partir de 2017, donc la franchise et enfin en tout cas tu ouvres en 2017 les deux premières franchises, J'ai les comme tu le premières dis, demandes, ouais. Montpellier et Au Perpignan. final, dès les premiers mois d'activité, Ouais. on a un certain succès. Le concept commence à faire parler de lui. Et on a Sandra en premier à Perpignan qui nous contacte pour ouvrir un centre sur place. Et on a Isabelle à Montpellier qui, elle, est encore en Australie, qui nous dit qu'elle vient de découvrir le concept, qu'elle en est tombée amoureuse, que tout le côté en plus sensibilisation au handicap, pour elle, ça fait vraiment sens puisqu'elle a une de ses amies très proches qui est handicapée et qu'elle a pour ambition de rentrer en France pour monter ce projet-là à Montpellier. Nous, bien évidemment, on est tout excités. Hein, on va dire, on a laissé ces premières demandes-là. On pensait pas qu'elles arriveraient aussi vite. Donc voilà, ben déjà à ce moment-là, je commence à changer de métier. Je suis passé de Oui, c'est ce manager que du j'allais centre de demander, ouais. Marseille à voilà après à commencer un peu à regarder pour essayer de développer le réseau et à mettre en place des contrats de franchise. Enfin, d'ailleurs, on parle de franchise mais depuis tout à Et l'heure, mais c'est pas il de y la a quelqu'un qui a franchise. pris Mais ta place, du coup? Il faut non, au combien de début personnes non. pour gérer un centre? C'est trois, c'est ça? C'est ce que tu dis sur ton site? Trois Ça personnes pour un dépend. centre? Après, ça dépend quel centre. Le centre de Perpignan va pas avoir le même nombre de collaborateurs que le centre de Paris. Tout dépend en fait le niveau d'activité, mais en règle générale, un centre va ouvrir avec oui, entre 3 et 5 personnes. Et après, en fonction des périodes de forte affluence, au mois d'octobre, au mois de décembre, on prend un peu des ressources supplémentaires. Mais en règle générale, c'est ça, on a entre 3 et on va dire 6 7 personnes pour les gros centres. Mais au Ok. début, non, je continuais de faire mes sessions dans le centre de Marseille et en même temps, je me bagarrais pour essayer de monter un pack d'installation, pour essayer de finaliser des contrats de licence de marque, de créer un pack d'installation. Enfin, voilà, il a fallu. C'est bien beau de vendre une licence de marque et une transmission de savoir-faire, mais encore faut-il le mettre sur papier et avoir des choses à vendre, quoi. Et là-dessus, on est hyper reconnaissant vis-à-vis de nos partenaires historiques d'avoir cru au projet, d'avoir réussi, enfin, d'avoir accepté que bah, nous aussi on tâtonnait un petit peu, on savait pas trop où on allait, etc. Et voilà, l'idée c'était de créer une relation de partenariat entre guillemets et pas une relation de client à fournisseur, quoi. Voilà, on voulait vraiment avancer main dans la main et on savait qu'on essuierait des plâtres, on continue d'en essuyer encore aujourd'hui. Et voilà, c'est cette relation-là qu'on aime monter avec nos partenaires. C'est-à-dire, voilà, on travaille ensemble, on fait en sorte de faire vivre et de donner du sens à ce projet-là ensemble. On va faire front et on va avoir des galères auxquelles il faudra faire face. Là, typiquement, on est censé ouvrir en Arabie Saoudite en début d'année. Ben voilà, c'est tout un tas de nouvelles galères. Il faut traduire tout le site, il faut gérer l'exportation dans un pays aussi lointain que l'Arabie Saoudite, gérer les douanes, etc. Enfin voilà, c'est des problématiques auxquelles on n'a encore jamais été confronté. Donc chaque nouveau projet a ses nouvelles problématiques et à chaque fois on le dit. Enfin, moi je suis très transparent avec mes partenaires. Je dis voilà, on y va. Je sais pas exactement où on y va, mais on y va. Mais le tout étant qu'on y aille ensemble. Et par contre, je peux te garantir qu'il y a personne d'autre qui souhaite plus voir ton centre ouvert que moi après toi, quoi. On Hmm. bosse tous dans la même sens. On essaie de tirer le bateau dans la même direction. Et voilà. Et
Et jusqu'à aujourd'hui, ça nous a plutôt donné raison et on s'en félicite. Yes. Mais j'imagine du coup que toi, pour garder une expérience assez similaire un petit peu partout, tu as mis des process en place, en tout cas peut-être des formations pour les franchisés. Bien évidemment, Comment aujourd'hui, enfin, on ma s'est question, c'est structuré. comment du coup tu as fait, ouais, comment tu fait pour structurer ensuite, parce que tu as changé de métier, comme tu l'as dit. Tu passes donc 2017 et autres, et on est aujourd'hui en 2023, tu as 26 centres, 8 en propre et 16 en franchise, et d'autres qui arrivent, 18. 18 en franchise, pardon, et d'autres qui arrivent, dont tu vas nous parler. Voilà, comment tu as structuré un petit peu tout ça Excuse-moi, j'ai pour un que truc dans la le... gorge. Pas de souci. Au niveau de Vas-y, prends ton temps. au niveau de la structuration, en fait, on a fait rentrer un nouvel associé il y a quelques années, Sébastien Offand, pour ne pas le nommer, qui avait un background un peu différent du nôtre, qui avait un peu plus de bouteilles, qui avait accompagné des boîtes en croissance et qui avait réussi à accompagner leur développement. Il était directeur marketing de chez monshowroom.com et de chez Open Classroom, qui sont peut-être deux boîtes qui te parlent, mais qui ont été des grosses Mhm. startups. Et Seb est rentré dans ces boîtes-là justement quand elles étaient en croissance pour les aider à se structurer, à s'organiser pour pouvoir assumer les objectifs de développement qu'elles avaient. Et Seb en a fait de même chez nous. En fait, nous, c'est quelqu'un qu'on connaissait personnellement, déjà de prime abord, quelqu'un qu'on avait essayé de faire rentrer dans le projet au tout début, même s'il le dira pas, je pense qu'au début il y croyait pas trop. Donc voilà, mais par contre on lui a reproposé, on a refait un tour de discussion quelques années après, quand justement on commençait à se développer et à ouvrir les premières franchises, etc. Parce qu'à l'époque avec Sylvana, on gérait 3-4 centres comme on gérait un seul centre. Et au bout d'un moment, c'était plus possible. On avait besoin de s'équiper, de s'outiller, de s'organiser. Et on a fait rentrer Seb dans le projet pour ça. Et on a pu bénéficier de tout son savoir-faire, de ses compétences sur tous ces domaines-là, et notamment aussi sur la partie digitale, puisque c'est vraiment sa spécialité. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut être assez satisfait du chemin qu'on a pu parcourir pendant tous les trois, puisqu'on a, oui, on a beaucoup plus d'outils, on a beaucoup plus de process, on a une bible complète pour la transmission du savoir-faire. On a même maintenant un directeur de réseau qui est là, qui nous aide sur la partie formation. Et sur la partie justement, sur le fait de s'assurer que le savoir-faire qui a été transmis est bien appliqué dans les centres, donc il se déplace d'un centre à un autre pour aller un peu voir ce qui s'y passe. Voilà, petit à petit, on s'organise, on se structure pour essayer de faire en sorte que le concept, comme on l'a imaginé initialement, soit implanté un peu partout dans cette configuration-là. C'est quoi ce qui a eu le plus d'impact pour toi, positivement parlant, pour le développement du réseau et le maintien d'une bonne expérience pour tous les clients par rapport à tous ces choix-là, hormis peut-être le fait d'avoir eu un troisième associé, mais Je pense qu'il faut les- que les- les gens qui rejoignent l'aventure soient convaincus déjà du bien fondé du concept dans sa configuration actuelle. Après, nous, on n'a aucun mal à mettre en place des nouvelles choses dans les centres. Bien au contraire, on a totalement conscience qu'aujourd'hui, moi le premier, je suis plus dans les centres à faire vivre l'expérience au client. Tout ça, c'est mes managers et mes partenaires qui le sont. Donc, moi, je leur dis, quand vous avez des idées, si vous pensez avoir quelque chose qui peut créer de la valeur pour l'expérience client, n'hésitez pas à nous le Hmm. faire savoir. Et si ça a du sens, si on trouve que c'est cohérent, non seulement on vous laissera le mettre en place dans votre centre, mais en plus on le dupliquera dans l'ensemble des autres centres. Comme ça, on a pu créer des jeux qui étaient typiquement dans la piscine à boules. Avant, on faisait chercher des boules un peu de façon anarchique dans la piscine. Notre partenaire à Perpignan m'a dit moi je trouve que ça serait bien de rajouter un certain nombre de choses. Ils pourraient chercher des trucs dans la pièce, regarde. En plus, ça les occuperait pendant que les autres font les lasers, etc. Donc c'était une idée de jeu qui était un peu brute initialement. Et je lui ai dit, écoute Sandra, je pense que tu as une bonne idée. On va un peu la retravailler parce qu'elle n'est pas trop en lien avec le handicap, etc. On va essayer de lui donner un peu plus de sens. Mais par contre, voilà, laisse-moi 10 jours, 15 jours, laisse-moi y réfléchir et je reviens vers toi. Et on est revenu vers elle et on lui a dit voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est que les gens vont chercher dans la piscine à balles ce qu'on appelle des totems du handicap. Et ces totems du handicap, il y aura des logos dessus qui représenteront des logos en lien avec le handicap. Et ces logos seront disséminés un peu partout dans la pièce. Il faudra qu'ils les retrouvent. Ils arriveront à ce moment-là à créer une nouvelle combinaison pour obtenir une nouvelle amulette, etc. Et donc ça, elle en a été ravie. C'est quelque chose qu'on a mis en place ensuite dans tous les autres centres et qu'on continue aujourd'hui de mettre en place dans les autres centres parce que c'est un jeu qui est sympa, qui est original et surtout qui est en lien encore une fois avec le handicap, ce qu'on essaie de faire. Donc voilà, on Ok, est ok. ouvert on n'a pas la prétention de dire le concept comme il bougera pas, il est comme ça. Non, non, au contraire, on est à l'écoute des gens qui le font vivre aux clients tous les jours. Et quand on a des idées et qu'on estime qu'elles sont bonnes, on n'a aucun mal à le mettre en Hmm. place et à le déployer partout. Il faudrait être un peu En, stupide de faire l'inverse.
Un peu en mode open innovation au final, quoi. Avec tous Exactement, les managers de centre et tout ça, sur l'accueil, sur la séance photo, sur le décor, sur plein de choses, à mon avis. Tu peux exactement. dire, tiens, moi Moi, ce j'ai une idée que où je fais ça pour mes groupes et ils aiment Exactement. bien, Et ou surtout, la façon moi, de il parler. y a un truc auquel je tiens et parfois, alors, je touche du bois, c'est assez rare, mais on peut avoir des mauvais avis de temps en temps. Encore une fois, c'est très très rare. Vraiment, habituellement, le concept est plébiscité partout où il est implanté. Mais parfois, on peut avoir des avis du type, ah, c'est un peu simpliste, bon, il n'y a rien de spécial, etc. Moi, il n'y a aucun problème. Des gens qui critiquent le concept, qui critiquent le jeu, ça peut arriver. Il faut savoir, il faut savoir l'accepter et se remettre un peu en question pour essayer, bon, déjà d'y répondre de façon constructive et pas de façon un peu énervée. Mais derrière, surtout, moi, les équipes savent très bien que qu'il y ait quelqu'un qui remette en cause le concept, il n'y a aucun problème. Par contre, ils savent que si un jour je vois un avis négatif sur la qualité de l'accueil, là, c'est un truc qui va totalement me mettre en run parce que j'estime que les gens viennent passer un bon moment chez nous. Et moi, il n'y a rien que je déteste plus que quand je rentre dans un commerce et que j'ai un gars en face de moi qui tire la tronche. On est Ouais, commerçant, le B.A.B.A. chez Sansa, c'est d'accueillir les clients avec le smile, de l'enthousiasme, de l'hospitalité, ouais. l'énergie. Voilà, exactement. Enfin, les gens viennent passer 2 heures chez toi pour passer un bon moment. Ils payent 30, 35 balles en fonction des villes pour venir chez toi. Le B.A.B.A. du truc, c'est d'accueillir les gens avec le sourire. Donc, Dieu merci, c'est quelque chose qui est aussi valorisé dans l'ensemble des centres. Mais si un jour je vois un avis négatif sur le mec était pas agréable, le mec était pas sympa, etc., c'est arrivé 1 ou 2 fois. Dans ce cas-là, je prends mon téléphone pour appeler le client et pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé parce que c'est quelque chose d'intolérable. Voilà, et je veux surtout pas que ça puisse se reproduire. Donc, la qualité de l'accueil chez Sensas, c'est vraiment le b.a.-ba du truc. Ok. Et tu mets d'autres choses en place personnellement, toi, en tant que patron, entre guillemets, pour t'assurer que l'expérience soit bonne partout, tu sais, des visites anonymes, ce genre de trucs. Tu fais Non, tout je, ça je fais ou... pas trop de clients mystères. C'est pas trop Ouais, client mon. mystère, pardon. Ouais. Je fais pas trop ce type de choses, c'est pas trop ma façon de faire. J'envoie souvent des candidats à la franchise dans certains centres pour tester le jeu. Dans ce cas-là, bah, je mets les partenaires en copie, ils sont au courant. Et bien évidemment qu'après, je vais chercher de l'info vis-à-vis de ces candidats-là pour savoir comment s'est passée l'expérience. Je fais pas trop de trucs mystères, je trouve pas la démarche très saine, on va dire. Mais par contre, comme je te le disais, on a fait monter Johan, qui était notre directeur, enfin notre manager sur Marseille depuis un moment. On l'a fait monter en tant que directeur des opérations ou animateur de réseau. Et justement, son rôle, ça va être de se déplacer dans les centres pour aller s'assurer que les standards sont bien respectés, mais de façon connue. Il ne va pas y aller à l'improviste ou y aller un peu en mystère. Ça, non. Ok, Et ok. après, pour essayer de challenger Pourquoi les c'est pas ton salariés, truc? je sais pas, je trouve pas C'est ça. une question ouverte, hein. Moi, j'ai pas Non, mais d'avis en je particulier, hein. j'ai pas vraiment de réponse à te donner. C'est plus un ressenti. J'essaie de moi de créer des relations de confiance avec mes partenaires où on échange librement, on se pose des questions quand on a des questions à se poser. Enfin voilà, on se dit les choses Hmm. quand on a des choses à se dire. Je suis quelqu'un de très franc, de très droit, donc voilà, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis et j'attends que mes partenaires en fassent de même. Et je trouverais que ça serait un peu à l'opposé de ces valeurs-là que d'aller envoyer des gens un peu en traître, si tu me permets l'expression, dans les centres pour vérifier que tout est bien fait. Donc voilà, je peux très bien leur dire, voilà, j'ai Johan qui va venir la semaine prochaine dans ton centre, il va regarder un peu comment les choses sont faites, et tant mieux à la limite si le mec se dit, bon ben vas-y, il y a le gars de la franchise qui vient, il faut que tout soit carré, on revoit un peu les bases, etc. Je me dis que de son côté à lui, ça peut déjà lui faire un peu se remettre en question, et se dire, bon peut-être que là on Ouais. merdait un peu, il faut peut-être le changer, etc. Et j'ose espérer qu'il va pas le changer juste pour quand Johan sera là. Ça n'a pas de sens. Johan est là pour les aider à développer leur nombre d'avis, à développer leur business, à répondre à certaines de leurs problématiques. Donc, il n'y a aucun intérêt. Ça biaiserait totalement le truc si eux faisaient des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Ça n'a pas de sens. Tout le monde y perdrait du temps, en fait. Ok, ok. Une question sur ton centre de Marseille, qui était un peu l'originel, du coup, la genèse. Le centre Euh, historique. Est-ce que ça peut devenir demain un lab de test justement de nouvelles choses pour refaire l'expérience de A à Z, ou c'est pas au programme et toi t'es plutôt sur le développement de la franchise? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu Alors, veux ouais, à un je vois moment totalement ce que tu veux tester dire un et c'est un nouveau vrai sujet. concept ou pas? Alors, c'est un vrai sujet. Là-dessus, on est foncièrement et fondamentalement pas d'accord avec Sylvana et depuis des années. Ah, merde. Sylvana, non, non, mais enfin, c'est pas grave, ça fait partie du truc. Et Sylvana, elle, elle aimerait qu'on puisse réfléchir à modifier, à créer des nouveaux jeux, à créer une nouvelle expérience, etc. Alors que moi, je suis dans l'idée de, non, non, on a quelque chose qui fonctionne, on va le dupliquer, on va le déployer partout tant que ça fonctionne. Je vois pas d'intérêt de changer quelque chose qui fonctionne aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Surtout que le centre de Marseille, bien qu'il était ouvert
en novembre 2015, allez, on va dire en 2016, il continue de très bien tourner. Il est encore en croissance, donc il y a encore énormément de gens qui ne nous connaissent pas, etc. Donc je ne verrais pas trop d'intérêt de changer une expérience qui fonctionne déjà pour une nouvelle expérience, alors qu'il y a déjà tout un tas de clients à Marseille qui ne connaissent pas l'expérience originelle, entre guillemets. Donc si on devait faire une deuxième version du jeu, et des idées de jeu, on en a des kilos, entre guillemets, j'aurais tendance à plutôt aller l'implanter dans une autre ville, type peut-être à Aix-en-Provence, peut-être. Mais à Marseille, on va continuer de capitaliser sur... à Marseille et ailleurs, d'ailleurs, on va continuer de capitaliser sur l'expérience de base, entre guillemets, et celle qui fonctionne un peu partout et qui est publicité partout. On Est-ce que avait... tu penses que Vas-y, pardon. J'ai te dire, au tout début de l'histoire, on voulait proposer également, en plus de l'expérience sensorielle, on voulait proposer des dîners à l'aveugle. Donc on avait fait des tests Ouais. dans le centre de Marseille. Moi j'avais un pote chef cuisinier qui était venu. On avait fait des jeux autour de la bouffe, etc. On faisait jouer les gens dans le noir. On Il y avait a fait Fever qui fait des ça petites sessions aujourd'hui pas test. mal. Exactement. Ouais, Et nous on l'avait Dino fait, in the voilà. Dark ou un truc comme ça, ouais. Ouais, exactement. Il y en a plein. Il y a des restos dans le noir. Enfin, c'est quelque chose qui est aujourd'hui qui est assez répandu. C'est un bien grand mot, mais c'est quelque chose qui est assez connu. Donc, on avait fait nos premières sessions test. Les trucs marchaient bien, etc. Mais en fait, assez rapidement, on s'est dit sur la partie bouffe, en fait, on a la chance aujourd'hui, nous, d'avoir un concept qui est plébiscité. 99,9% des gens qui le testent l'approuvent et vont derrière en faire la promotion et la publicité parce qu'ils ont vraiment passé un bon moment. Quand tu viens à faire manger les gens, c'est toujours beaucoup plus difficile d'avoir un niveau de satisfaction qui soit aussi important. Donc assez rapidement, on s'est dit, si on veut creuser dans cette piste-là, pourquoi pas. Mais par contre, il faudra qu'on change la marque, que l'expérience de bouffe ne puisse pas venir nuire à la notoriété de la marque sur le parcours sensoriel. Donc voilà. C'est pas Après, la même bon, le chose au succès, niveau RH aussi. C'est pas la même chose au niveau business c'est model, pas le même marge, métier. coût. Pas le même Exactement, métier c'est du pas le tout, même ouais. métier. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on l'a un peu malgré nous laissé de côté parce qu'on avait suffisamment de choses à faire sur le reste. Mais voilà, des idées, on en a plein. Mais voilà, moi, je suis vraiment dans l'optique de dupliquer et de déployer ce qu'on sait faire et qui a déjà fait ses preuves et qui continue de faire ses preuves partout. Quand Sylvana, elle nous pousse toujours un petit peu à regarder. Elle La rêverait qu'on créativité, intègre ouais. la. Ouais, ben, c'est la partie qu'elle a préférée, celle où on crée le jeu. Elle, par Moi, j'aime exemple, elle bien nous aussi, ouais. pousse à aller. Ouais, ben moi aussi, j'aime bien en soi, j'aime bien. Mais les journées ne font que 24 heures et Eh c'est oui. déjà pas assez pour arriver à faire tout ce qu'on a à faire. Donc voilà. Mais elle, par exemple, elle aimerait qu'on intègre de la réalité virtuelle dans le jeu, etc. Moi, c'est un truc, si on parle de la VR typiquement, c'est un truc qui est génial. Je ne le remets pas du tout en cause. Mais pour moi, les investissements sont tels que ça peut être vraiment très risqué parce que, en plus, la techno évolue tellement rapidement que tu peux développer un produit pendant un an, tu vas le sortir, il va être nickel, ça va être voilà, ça va fonctionner, le marché va être réceptif, etc. Mais tant 6 mois après, tu as une techno qui sort et qui rend la tienne totalement obsolète. Et là, tu te retrouves avec un truc qui est plus vraiment Ouais. exploitable parce que les gens ont préféré aller taper à la porte d'à côté où ils ont le nouveau. Donc voilà, nous au contraire, on a vraiment un concept qui est basé sur l'humain. On met l'humain au centre du concept. C'est les 5 sens, c'est la relation qu'on crée avec le maître des sens. Parce qu'il y a ça aussi. Si on compare souvent aux escape games, ce que les clients font la plupart du temps, dans une escape game, le game master, il va suivre une équipe à distance et il va les guider. Et il va parfois en suivre 2 ou 3 en même temps. Quand il voit qu'il y a une équipe qui bloque, il va lui envoyer une petite de façon assez discrète, il va leur envoyer un indice pour les aider à avancer. Le rôle du maître d'essence chez Sansa, et j'espère qu'on aura le plaisir de t'y inviter pour que tu puisses le tester, mais le maître d'essence chez Sansas, il a vraiment un rôle prépondérant d'animateur. Il va être en contact permanent avec l'équipe tout au long du jeu. Il va pas hésiter à les taquiner un petit peu. Bah alors Morgane, on t'entend plus maintenant qu'il faut les mettre les mains dans les boîtes. Tu vois, il va créer cette petite relation de proximité et surtout, il va passer 1 heure et demie vraiment en communication constante avec eux. C'est pour ça que si tu vas voir souvent les avis qui sont postés nous concernant, les gens valorisent le concept, mais ils valorisent aussi et surtout le maître d'essence qui les a accompagnés. Et ils remercient ce maître d'essence-là. Donc vraiment, chez Sansas, l'humain est au cœur du concept. Et c'est quelque chose auquel on tient quand c'est un peu la course à l'armement chez nos concurrents sur les nouvelles technologies, etc. Nous, au contraire, on est ravis de pouvoir rester un peu éloigné de tout ça et de faire jouer les gens sur leur sexence. On fait jouer les gens dans le noir. Parfois, les gens vont dire que c'est assez simpliste, mais en tout cas, ça fonctionne. Et voilà, et on est vraiment très heureux de placer l'humain au cœur de l'expérience chez Sansas et de ne pas trop se tourner vers des nouvelles technologies ou des choses comme ça. Ouais, je comprends tout à fait. Et moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que bah, l'humain, c'est aussi pour ça. Moi, comment faire kiffer les gens, c'est un côté très physique dans enfin, tu vois, événementiel, divertissement, loisir, dans le sens dans lequel je pousse. Parce que bah,
je trouve que c'est à l'heure de l'IA et tout ce genre de choses extrêmement important de se reconnecter, de vivre des bonnes sensations ensemble avec la famille, les amis, voire même des inconnus ou seul. Et non, je suis Surtout après complètement le d'accord Covid, hein, avec toi enfin, là-dessus. il y a le Ouais. Covid qui nous a tous un peu éloignés et voilà, on a bien vu après le Covid que les gens justement ça leur avait manqué de se retrouver, de passer. Enfin, nous, ce qui a fait notre succès, c'est l'effet de groupe et les cinq sens. Donc autant te dire qu'avec le Covid, on a été les premiers à fermer, les derniers à réouvrir. Mais voilà, derrière, on s'est rendu compte que le rebond était. Il y avait une crainte au début, forcément, mais on s'est rendu compte que le rebond était plutôt bon. Nous, ça a été une vraie satisfaction de voir que c'est les deux centres qui étaient le plus en danger parce qu'ils venaient tout juste d'ouvrir, celui de Tours et celui de Massy. Donc, c'est deux centres qui n'avaient pas d'aide, qui n'avaient pas de fonds de solidarité parce qu'ils n'avaient pas de bilan à proposer à l'administration pour justifier des pertes. Donc, Mhm. c'était les deux centres qui étaient les plus en danger, on va dire. Et ben c'est ces deux partenaires-là qui, au moment de la reprise, ont connu une telle reprise que ça a été les premiers partenaires à ouvrir un deuxième centre. Donc moi aujourd'hui, c'est le partenaire de Massy qui a ouvert le centre d'Evry et c'est le partenaire de Tours qui a ouvert le centre de Poitiers, alors que c'était initialement les deux centres qui étaient les plus en danger pendant la période du Covid. Donc ça veut dire que Ok. une fois que le Covid a été terminé, non seulement ils ont été satisfaits de la façon dont le centre avait été lancé, ils ont été satisfaits de sa rentabilité, ils ont été rassurés par la qualité de l'expérience proposée aux clients, et d'une certaine façon, ils étaient aussi satisfaits de la prestation et de l'accompagnement qu'on peut avoir au jour le jour avec eux. Donc ça a été un vrai plaisir et enfin, j'en suis très fier de ça, moi, de voir des partenaires aujourd'hui qui ont déjà un centre et qui vont en ouvrir d'autres. C'est le cas de Xavier, notre partenaire à Reims, qui va ouvrir un centre à Metz, qui va ouvrir le centre de Nancy également. Ben voilà, c'est hyper valorisant de voir que le travail qu'on peut faire au jour le jour est apprécié des partenaires et qui, pour moi, c'est la meilleure pub pour des nouveaux partenaires. De dire, bah, regardez, Ouais. on a des partenaires existants qui vont ouvrir de nouveaux centres. Donc, s'ils n'étaient pas satisfaits et si le succès n'était pas au rendez-vous, personne ne se douterait qu'ils iraient ouvrir de nouveaux centres, quoi. Ok, bah, très très cool. Moi j'ai une question encore par rapport à, tu vois, au développement. Donc tu me dis Sylvana a beaucoup d'idées, des jeux, même vous avez beaucoup d'idées et vous pourrez faire une nouvelle expérience entre guillemets. Euh, Est-ce que tu vois ça comme possible, par exemple dans des grandes villes comme Marseille, Lyon, Paris et d'autres, justement d'avoir un Sensas 2, tu vois, une autre expérience, parce Bah, que je ça pourrait serais. permettre aussi à d'autres des clients existants de revenir, tu vois, parce que Ça enfin, en tout cas c'est pourrait. des questions que je me pose. Ça pourrait. Là, aujourd'hui, on cherche à ouvrir un deuxième centre à Paris, mais ça sera pour proposer la même expérience. Ouais, ok. Voilà, parce qu'on a un tel succès à Paris qu'on refuse trop de monde et qu'on voilà, là aujourd'hui on est dans le nord-est parisien, on va ouvrir dans le sud-ouest. Ça sera le cas normalement en 2024. Mais non, encore une fois, aujourd'hui, je te dis pas qu'on n'a pas pour ambition à un moment donné d'ouvrir C'est une deuxième possible en tout activité. cas. Bien sûr que Ouais, c'est possible, mais tant qu'on ne constatera pas un moindre ralentissement sur la fin, en tout cas, elle viendra pas en remplacement de la première. Elle viendra peut-être en complément de la première, mais j'arrêterai pas l'expérience de base pour mettre en place une nouvelle expérience. Parce que cette expérience-là, elle continue de marcher. Il y a encore énormément de gens bien qui sûr, la ouais. connaissent pas, etc. Donc voilà, Moi je parlais en dans une, complément, hein. ben voilà, mais dans une ville comme Marseille ou dans une ville comme Lyon, ou dans une ville comme Paris à terme, pourquoi pas. Mais pour l'instant, on préfère se concentrer sur le développement du Sensas parcours sensoriel historique, on va dire. Très bien, c'est toi le Au grand boss dame de de Sylvana, au gestion. grand dame de Sylvana hein, qui aimerait qu'on bosse déjà sur le suivant. Et comme je lui dis tout le temps, vas-y, passe du temps sur la prochaine version. Et voilà, et elle se rend compte d'elle-même que du temps, elle en manque cruellement. Bah oui. Même si on essaie Après, de rien structurer n'empêche de faire un lab, ouais. voilà, oui, mais après, c'est comme on le disait tout à l'heure, hein, les journées ne font que C'est de 24 l'argent. heures, donc c'est de l'argent, c'est du temps surtout. Donc nous, on est aujourd'hui, on est trois associés, il y a Seb, Sylvana et moi, et on a Justine qui est la directrice communication et Johan qui est le directeur opérationnel. On est cinq pour le développement, pour le suivi. Enfin voilà, on n'est que cinq. Je parlais encore avec un ami sur Barcelone il y a quelques jours qui a pareil des concepts, enfin, des commerces, notamment sur Paris. Et lui, je crois qu'il a 14 centres, et il a déjà une trentaine de personnes au bureau. Donc voilà, nous, on va à la vitesse qui est la nôtre, en fonction des capacités qui sont les nôtres et des ressources qui sont les nôtres. Donc petit à petit, C'est un l'oiseau fait choix? son nid. C'est un C'est choix un d'être que choix. 5 au siège ou enfin, est-ce que c'est une histoire de trésor, de gestion bon père de famille, que t'as pas trouvé les bonnes personnes? C'est un peu de tout ça. On part du principe que jusqu'à maintenant, on s'en sert. C'est pas forcément une question financière parce que la boîte est en parfaite santé financière. Donc, si on Mhm. voulait vraiment recruter quelqu'un, on le pourrait. Ça, c'est absolument pas un problème. C'est plus de pouvoir aussi identifier les objectifs prioritaires à suivre. Et voilà. Et celui-là, à ce stade, n'en est pas un. Donc, on verra peut-être dans quelques temps.
On Très fait les bien. choses petit à petit, mais par contre, une chose est sûre, et tu as touché vraiment le bon mot, c'est qu'on a une gestion en bon père de famille, voilà, de l'entreprise, et on essaie de faire les choses dans l'ordre, petit à petit. Voilà, moi, je suis pas un flambeur. On a une boîte qui est très saine, qui tourne très bien, mais voilà, ça va pas changé ma façon de fonctionner ou ma façon de dépenser ou quoi que ce soit. Je, il faut comprendre que quand on est entrepreneur, il faut arriver à faire vivre l'entreprise avant que l'entreprise te fasse vivre toi-même. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai compris assez rapidement. Donc pour moi, le plus important, c'est d'avoir une boîte qui soit saine, qui ait de quoi voir venir, voilà, qui ait des bases qui soient assez solides pour pouvoir affronter des difficultés. On a traversé la période du Covid, qui était quand même, je pense, la période la plus compliquée presque de l'histoire du monde récente, on va dire, pour des jeunes entrepreneurs. Et moi, c'est une vraie fierté de voir que pendant cette période-là, même si pendant allez, 1 an et demi, 2 ans, on n'a pas été ouvert, qu'il n'y a aucun centre qui ait dû fermer, qu'on ait dû licencier personne. Alors en France, tu vas me dire que c'était plus facile parce qu'on avait le chômage partiel, mais Mhm. à Londres et à Barcelone, on avait zéro. Et on a pu, justement, parce qu'on avait une boîte qui était saine, continuer de faire les apports, et de payer tout le monde, etc. Et ça, non, c'est une vraie fierté. On va continuer comme ça. Très bien. Bah, tu ouvres le sujet du coup de l'international et du développement. C'est quoi le futur? Donc Londres, et Barcelone et Genève aussi, ce que je dis en intro. Ouais, ça c'est Tu es en ouvert. propre Londres, ou Barcelone, je suis en franchise? propre, et Genève, c'est une franchise. Ok. Et donc pourquoi là-bas? Enfin bon, c'est assez logique que ton concept puisse se dupliquer un peu partout, j'imagine. Mais du coup, pourquoi ces pays-là au début? Où est-ce que tu vas maintenant? Est-ce que justement c'est des demandes de gens qui t'appellent, hey, je suis à Tokyo, j'ai envie de faire ton concept. Comment tu choisis? C'est un Tu vois, peu il y a plusieurs ça. questions en une. On fonctionne Mhm. pas mal à l'opportunité. Nous, on a envie de continuer de déployer le projet un peu partout. Donc, le centre à Barcelone, on a ouvert à Barcelone parce qu'on avait des amis qui avaient vocation à devenir des associés sur place. Donc, on leur a proposé le projet, ils étaient d'accord, on a ouvert ce centre là-bas ensemble. Le projet en Australie, c'était le même modèle. On avait des potes qui étaient sur place, auxquels on a proposé le projet, qui étaient chauds pour le développer avec nous sur place. Donc, on allait le monter avec eux là-bas. À Londres, c'était un peu différent. On avait recruté un country manager qui était censé nous aider à développer le réseau au UK. Avec le Covid, ça a été un peu compliqué aussi, donc on a été obligé ensuite de le sortir et de reprendre nous la main sur le développement là-bas. En Suisse, c'est une franchise, hein, quelqu'un qui nous a sollicité pour ouvrir un centre là-bas. Donc, moi, je pars du principe, quand je reçois une demande de franchise, aujourd'hui, le monde est tellement grand, et je suis convaincu qu'on peut implanter le concept dans le monde entier. Donc, même si demain, je te dis une bêtise, moi, je veux ouvrir un centre à Berlin, si j'ai quelqu'un qui vient et qui me dit, ben, moi, je suis chaud pour te prendre l'Allemagne, je dis, bah, tiens, vas-y, prends l'Allemagne, moi, je vais faire les Pays-Bas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je vais pas me bloquer une zone parce que je veux la faire moi, alors qu'il y en a plein à côté. Je préfère ouvrir un nouveau centre, et moi, même si j'avais un projet là, ben, moi, je le ferais de l'autre côté. C'est pas vraiment gênant. C'est comme ça qu'on a cédé des franchises dans des villes qui étaient à plus fort potentiel, pour lesquels initialement on aurait dû garder ces centres-là pour nous. Si tu veux, l'idée dans le développement, Parce c'est de que se tu dire, n'as pas d'investisseur? Enfin, au niveau du non, capital, vous êtes vous-même. C'est pour ça que tu n'as pas on est ouvert et du nous-mêmes, coup, et tu on pas de. a. Ben, T'as envie de rester comme ça, j'imagine. aujourd'hui, on n'a pas besoin d'ouvrir notre capital des investisseurs, pour la simple et bonne raison que les banques continuent de nous suivre et de nous financer. Hmm. Donc, je vois pas d'intérêt à aller diluer mon capital, à part s'il y a quelqu'un qui vient, qui me met 10 millions sur la table et qui me dit, bah allez, on en fait 10 d'un coup, quoi, ou éventuellement. Ça, Et tu le pour un ferais? nouveau pays. Pour un nouveau pays, oui, si c'est pour ouvrir un nouveau pays, si quelqu'un qui vient et qui me dit, allez, en mettant sur la table, et on va faire les États-Unis ensemble, on ouvre 20 centres d'un coup, bah, bien évidemment que j'y réfléchis. Moi, ce qui m'intéresse Hmm. aujourd'hui, c'est de développer le réseau. Et aussi, on a pu être échaudé quand même à certains moments par le développement international, parce que c'est compliqué, que c'est plus difficile, et qu'il faut maîtriser les tenants, les aboutissants sur place, la loi, le cadre Le social. code Enfin, du c'est quand même travail, tout ça. Ouais. exactement, c'est beaucoup de problématiques. Donc aujourd'hui, sur l'international, on fonctionne à l'opportunité, où il y a des gens qui nous sollicitent. J'ai encore envoyé un dossier ce matin pour la Hongrie, hein, pour les États-Unis. On a aussi un projet avec un ami qui est au Canada. Donc, on fonctionne à l'opportunité. Quand on va dans des zones, en tout cas, on n'ira plus seul, à part si c'est vraiment à proximité. Typiquement, on travaille sur le développement d'un projet à Bruxelles. Bon, Bruxelles, on part du principe que ça peut encore se gérer par nous-mêmes, entre Tu guillemets. parles en propre, oui. En Tu propre, ouais. parlais Ah oui, des. oui, je Ouais, parle que en du propre. propre là. Après, sur de la franchise, bien évidemment que c'est plus facile, mais pour du propre, si on doit aller à l'étranger, c'est soit on a un associé sur place avec lequel on peut s'associer, sinon on le sait en franchise. J'irai pas ouvrir un centre tout seul aux Pays-Bas ou en Arabie Saoudite. Enfin, il y a des problématiques à gérer, des problématiques de langue, le cadre légal, le cadre social qui est un peu galère. Voilà. Et moi, j'ai le souvenir, et ça fait toujours marrer les personnes avec lesquelles j'en parle, mais
Si tu veux, il y a quelques années, quand le concept commençait à avoir certains succès, qu'on développait un peu le réseau, j'ai pris l'initiative de demander à des proches, à des chefs d'entreprise, j'ai fait une espèce de conseil d'administration, entre guillemets, de personnes qui m'étaient chères et dont je savais Mhm. qu'elles ne voulaient que mon bien, entre guillemets, Au qui étaient conseil que des sages. bienveillantes. Voilà, exactement, qui étaient que bienveillantes à mon égard. Donc, je leur ai présenté un peu le projet, un peu le développement, etc. Et l'ensemble de la table m'a dit, écoute, Greg, ça marche bien, super. Continue de développer la France. Pour l'instant, ne t'occupe pas de l'international. Donc j'ai dit très bien. Et l'année d'après, j'ai ouvert à Londres. Donc tu vois, j'ai pas vraiment écouté leurs conseils. Et au final, je suis convaincu qu'ils avaient raison parce qu'à Londres, on a fait face à pas mal de difficultés. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est que du jour au lendemain, il peut y avoir un truc qui va tout faire changer. Nous, à Londres, Les on a galéré. difficultés? Ouais, Des c'était quoi les difficultés, difficultés à Londres? c'est qu'on avait du mal à. Le concept était, il plaisait toujours autant. Les gens qui venaient le tester disaient que c'était top, mais par contre, on était totalement inconnus. Il y a personne qui nous connaissait, quoi. Donc, pour arriver à émerger dans une ville comme Londres où l'offre de divertissement est ultra concurrentielle, ben, c'est hyper difficile. Et en fait, ben, tout simplement, du jour au lendemain, on a un influenceur qui est venu. Et franchement, aujourd'hui, les influenceurs, même si moi, c'est un truc qui me coûte un peu de le dire, mais ils sont devenus incontournables. Nous, Ouais, aujourd'hui, ouais. on en fait venir toutes les semaines dans les centres. Et c'est ce que je me tue à essayer d'expliquer à certains de mes partenaires aussi, pour lesquels, qui ont une vision un peu comme la mienne au début. Non, c'est bon, on n'a pas besoin d'eux. Enfin, moi, j'étais pas client au début de ces trucs-là. Mais au final, on s'est rendu compte qu'en fait, bah, ils sont devenus incontournables et que c'est eux qui peuvent te remplir un centre. Nous, à Londres, on a un blog qui est venu. C'était même pas un blog énorme. Enfin, c'est pas un blog avec des millions d'abonnés. Je crois qu'ils avaient 200 000 abonnés. Ils ont fait une vidéo. Personne n'est capable de s'expliquer pourquoi elle a autant buzzé. Elle a été vue, je crois, plus de 15 ou 16 millions de fois sur les réseaux sociaux. Du jour au lendemain, on a été complet. Complet, c'est-à-dire du lundi au dimanche, pas un seul créneau disponible. Donc voilà, donc si tu veux, il y a des trucs comme ça où tu galères pendant 2 ans. Et c'est en ça qu'il faut que le fait de persévérer, de pas lâcher, de continuer même quand c'est difficile, etc. C'est important parce que en fait, on sait jamais, mais tant la pierre d'après qu'on va réussir à poser, c'est celle qui va nous faire décoller. Donc voilà, il faut pas lâcher. Mais tout ça pour dire qu'à l'époque, on m'avait dit, écoute, l'international, c'est peut-être encore un peu tôt, continue de développer la France. Et je pense qu'avec le recul, si on me faisait les mêmes conseils aujourd'hui, je pense que j'attendrai encore un peu avant de partir sur l'international. Même si Ok, aujourd'hui, ok. la situation internationale est plutôt bonne, on a quand même vécu voilà, 2 ans qui ont été un peu compliqués, à se battre tous les mois pour atteindre le point mort, etc. Si on n'avait pas une boîte derrière qui était suffisamment solide pour pouvoir assumer les pertes du projet à Londres notamment, bah, ça aurait été beaucoup plus compliqué, quoi. Ok. Là, tu ouvres l'Arabie Saoudite, c'est ça Ouais. bientôt? C'est quoi qui est Là, on va annonçable ouvrir. du coup pour la suite? Là, ben, on va ouvrir en Arabie Saoudite, à côté de Dammam, à Al-Khobar. Le partenaire nous a réservé l'ensemble des pays du Golfe. Donc lui, il a pour ambition d'ouvrir l'ensemble des pays du Golfe, on va dire dans un délai d'à peu près 2 ans. Là, on fait un premier centre à Dammam, enfin à Al-Khobar, qui est juste à côté. Et l'idée, c'est de se laisser à peu près 6 mois pour voir un peu comment les choses décollent. Et si le projet rencontre un certain succès, lui, il ira développer ben, le Qatar, Oman, Bahreïn, tous les pays du Golfe. Ça, c'est un projet qui est acté, qui est signé, et je te dis, on est en cours. Et c'est pareil, tu vois, c'est hyper valorisant enfin, c'est hyper excitant. Voilà, on part à l'aventure, il faut tout traduire en arabe, il faut traduire le site en arabe, il faut repenser le jeu parce qu'il y a quand même des spécificités, ben, notamment en Arabie Saoudite sur le mélange des garçons, des femmes. Enfin voilà, c'est tout un tas de nouvelles problématiques auxquelles il faut qu'on fasse face. Mais voilà, c'est hyper excitant et moi je suis ravi plus que sur le plan purement pécunier de ce que va me rapporter cette franchise-là. Moi, je l'ai dit aux partenaires, je suis tellement excité à l'idée de pouvoir dire qu'on a ouvert un centre en Arabie Saoudite que franchement, la partie financière, je m'en fous un peu. Par contre, je suis hyper excité à l'idée de se dire, voilà, ben, putain, on va sur un nouveau continent. C'est quand même hyper valorisant et ça prouve que au jour le jour, ce qu'on fait, ça a du sens et qu'on va dans la bonne direction. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc l'Arabie Saoudite, ça s'est signé pour l'international. J'espère que notre projet à Vancouver, s'il m'entend, Pierrick, je l'embrasse aussi, que les choses vont un peu s'accélérer là-bas aussi, qu'on va pouvoir ouvrir sur 2024. Après, en France, on a des projets en 2024. On va ouvrir normalement à Créteil, on va ouvrir à la Selle Saint-Cloud, on va ouvrir au Havre, on va ouvrir à Rouen, on va ouvrir normalement en Suisse d'autres nouveaux centres à Sion et à Lausanne. Voilà, des projets d'ouverture
rien que ceux que je viens de citer, c'est des zones qui sont déjà réservées par des candidats. Donc, il y a quand même une bonne partie du chemin qui a été fait. Il reste plus qu'à concrétiser une fois qu'ils auront obtenu leur crédit, leur loyer, qu'ils ont trouvé leurs locaux, etc. Donc voilà, on ne s'ennuie pas, on va dire. On a pas mal de projets en cours. Et sur l'international, comme je te disais tout à l'heure, nous, on a pour ambition d'aller développer Bruxelles l'année prochaine. Et après, de voir un peu, en fonction des opportunités qu'on a. Si le gars en Hongrie est chaud, ben, on ira battre le fer en Hongrie. Si les gens qui m'ont sollicité pour la Grèce sont chauds, on ira faire la Grèce. Encore une fois, on fonctionne à l'opportunité. Donc, on attend d'avoir des gens Ok. qui croient suffisamment au concept pour être chaud, pour aller le déployer. Ok, bah félicitations pour tout ça. On arrive sur la fin. Moi, j'ai une question. On parlait de Londres tout à l'heure. Moi, c'est une ville qui m'inspire de fou. Enfin, par justement, comme tu dis, l'offre de divertissement qu'il y a, enfin, les nouveaux concepts tu as l'impression qu'ils sont inventés là-bas au final. Ouais. Toi, c'est quoi qui, donc, soit dans le passé, soit actuellement, t'a inspiré, t'inspire, que ce soit en termes d'expérience que tu peux vivre, en termes de loisirs, d'événementiel, de ce que tu veux en fait, ou de développement de réseau. Il y a d'autres franchises aussi peut-être qui progressent et qui t'inspirent. Voilà, c'est quoi Franchement, en les toute trucs que tu dis, sincérité, wow, ça c'est. je n'ai pas le sentiment de m'inspirer de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Ça veut pas dire J'avoue. copier, hein, mais Non, non, je de sais, dire mais waouh, mais c'est j'ai, cool, ou enfin enfin, ils font du bon ben, c'est cool. travail. Il y a des marques dans le divertissement, des enseignes comme Escape Hunt, des enseignes comme Quiz Room, comme Prison Island. Voilà, il y a des marques qui arrivent à se déployer partout dans le monde. Et bien évidemment que c'est excitant et voilà, c'est ce qu'on veut faire. On a envie d'en arriver au même stade qu'eux. Est-ce qu'on prendra les mêmes chemins? Je sais pas. Mais en tout cas, je dirais pas qu'on s'en inspire. En tout cas, on a la volonté d'arriver à faire la même chose qu'eux, mais pas forcément en regardant eux comment ils ont fait, etc. On trace Hmm. notre petit bonhomme de chemin. Moi, ça me va très bien d'avancer au rythme qu'est le nôtre. Je veux pas, enfin, ça veut pas dire que si demain j'ai la capacité d'accélérer, j'accélérerai, mais aujourd'hui je l'ai pas encore. Voilà, enfin voilà, on avance. Les journées ne font que 24 heures. On fait de notre mieux et on veut garder ce côté aussi très humain. J'ai pas envie. Enfin, moi, je suis très satisfait aujourd'hui d'être encore le point de contact de l'ensemble de mes partenaires franchisés. Et quand il y a un problème, ils m'appellent moi directement. Quand il faut aller faire l'installation du centre, jusqu'au dernier, là, c'est moi qui allais sur le centre pour installer l'activité avec les partenaires. Et j'ai encore un peu de mal à m'imaginer lâcher ce côté-là. Et j'imagine qu'en grandissant, au bout d'un moment, je serai obligé d'un peu prendre du recul et de traiter des tâches qui seront un peu moins opérationnelles. Mais c'est pas quelque chose aujourd'hui, c'est pas un objectif. Au contraire, moi, j'adore ce que je fais. J'adore cette relation que j'ai avec mes partenaires et j'y tiens. Donc voilà, donc je ne pourrais pas te dire, tiens, oui, eux, ce qu'ils font, on va essayer de faire pareil. Euh, En tout cas, pour le résultat, oui, mais pour le chemin pour arriver, on fait à notre sauce et on fait de notre mieux, surtout, c'est ce qui est le plus important. Ok, non, mais c'est ça l'essentiel surtout. Est-ce que on arrive sur la fin là, on va clôturer l'épisode. Un mot de la fin peut-être par rapport à tout ce qu'on a dit. Donc moi je trouvais ça très intéressant. Ben, De écoutez, Marseille au début, j'aurais Arabie tendance Saoudite. simplement à proposer à l'ensemble des personnes qui sont susceptibles de nous écouter de jeter un œil au concept et de venir le tester pour n'importe quelle occasion, que ce soit un anniversaire, une sortie entre amis, une cousinade, un EVG, un EVJF, un team building, peu importe. Venez tester le concept et venez vous faire votre propre idée. Et pourquoi pas même, sait-on jamais, si ça peut vous intéresser, regardons pour peut-être ouvrir un centre ensemble dans une zone qui vous intéresse. Il en reste encore pas mal, aussi bien à l'échelle nationale et bien évidemment à l'échelle internationale, c'est encore autre chose. Parfait. Comment on peut te contacter pour ça? LinkedIn, mail LinkedIn, ouais, ou c'est comme ça sur que le tu as site réussi web? c'est comme ça que tu as réussi à m'attraper sur LinkedIn, mais j'avoue que je suis pas ce qu'il y a de plus connecté sur LinkedIn. Vous pouvez m'appeler, il y a mon mail, gregory@sensas.ms, ou via un des sites, via un des formulaires de contact. Voilà, il y a aucun problème, on est joignable et on attend de vos nouvelles avec le plus grand plaisir. Ok, parfait. Bah écoute, merci beaucoup pour cette discussion. Merci à toi, Morgane, c'était J'en très ai beaucoup intéressant. appris. C'était la première fois que je participais à un podcast, comme je te l'avais dit. Et écoute, c'était sympa. De toute façon, moi, c'est un sujet que j'apprécie sans cesse. Donc voilà, après, j'ai un peu du mal toujours si tu veux, j'ai pas le sentiment, moi, d'être encore arrivé là où j'ai envie d'arriver. Donc, c'est la première fois, C'est-à-dire?
j'ai souvent essayé de solliciter pour dans mon ancienne école, oui, viens présenter ton parcours, tu as quand même une belle réussite, etc. Je me sens pas encore légitime à pouvoir entre guillemets donner des conseils ou à pouvoir présenter mon parcours comme si ça pouvait être une espèce de référence ou un truc qui pourrait motiver les autres, etc. Je me sens pas encore légitime parce que j'estime qu'on a encore beaucoup à faire avant d'être là où on a envie d'arriver. Et donc c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai toujours un peu refusé ces trucs-là où j'avais à me mettre moi en avant et ce qu'on avait réussi à faire depuis l'ouverture. J'ai toujours refusé ces demandes-là. Mais voilà, là, c'était sympa, c'était agréable. C'était plus une discussion, entre guillemets, à proprement parler, qu'un truc où j'avais l'impression de vendre le concept et de vendre le parcours qui avait été le mien pour y arriver. Et voilà, donc je suis très content d'avoir participé. Et j'espère que le contenu sera intéressant et que surtout, ça intéressera les gens qui sont susceptibles de t'écouter. Et si ça peut donner envie à quelqu'un d'entreprendre dans ce secteur-là ou de s'y intéresser un peu plus sérieusement, écoute, c'est tant mieux. Ok, parfait. Bon, merci et écoute, à une prochaine et hâte de tester tout ça. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci à toi, Morgane. Merci, salut. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis et un commentaire sur votre plateforme favorite, Apple, Spotify, Deezer et d'autres. Il y a aussi des versions vidéo courtes sur Instagram ainsi que la version longue sur YouTube du podcast. Si vous avez un projet ou idée d'événement, de lieu de loisirs, de concept de divertissement que vous souhaitez concrétiser, si vous avez besoin de renfort sur un événement pour de la gestion opérationnelle, ou enfin si vous avez besoin de créativité pour créer une expérience client de dingue afin de faire kiffer les gens, notre expertise pourrait vous être utile. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse hello, @cfklg.com. Merci beaucoup et à très vite.